À l'époque, j'hébergeais une pote chez moi. Et je me souviens que j'étais en télétravail quand je quitte l'appel. Et je lui dis, mais il y a un gars, il vient de me proposer un taf au Sénégal, mais j'ai dit non. Et elle me dit, mais pourquoi t'as dit non? Et je dis, bah, je sais pas. Je crois que j'apprends que je suis prise le vendredi. Le vendredi après, je crois que je rentre sur Paris. Lundi, j'arrive au boulot, je dis rien. Je me dis, mais comment je vais leur dire en fait? Donc lundi, je dis rien. Je dis juste à une collègue qui est franco-sénégalaise et qui du coup était au courant. Et mardi, je prends mon courage à deux mains, je crois à 18h. Je parle à mon manager et je dis, bon, j'ai un truc à t'annoncer. Pars vivre au Sénégal, je démissionne. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais personne s'y attendait, moi-même, je m'y attendais pas. Donc en fait, ils se sont tous dit, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Donc aujourd'hui, tu parles Wolof. Tout direct. Dakar, c'est pas une blague. Enfin, vivre à Dakar, c'est vraiment très très cher. Enfin, tu respires, de l'argent sort. Je suis Elodie, freelance et formatrice dans la tech. En 2017, à la fin de mes études, je rêve de m'installer en Afrique. 7 ans plus tard, je concrétise ce projet en famille et on choisit la Côte d'Ivoire. C'est officiel, nous sommes désormais RIPAT, des afro-descendants qui reviennent vivre sur la terre de leurs ancêtres. Toi aussi, tu en rêves sûrement, mais tu as peur de ne pas trouver d'emploi stable, une éducation de qualité pour tes enfants ou des clients pour te lancer comme entrepreneur ou freelance. Eh bien, désormais, tu as à tes côtés Life of RIPAT, un podcast où tu vas découvrir le portrait de nombreux RIPAT, salariés, entrepreneurs, parents, freelance et j'en passe. Ils vont t'expliquer leur quotidien, leurs sources de revenus, leur style de vie, autant d'informations qui te permettront de passer le pas et venir t'installer là où tout a commencé, en Afrique. C'est parti! Bonjour à tous et à toutes. J'ai découvert Maëlle sur les réseaux, d'abord via un post où elle annonçait son installation à Dakar. Par la suite, j'ai découvert son projet New in Dakar, une initiative pertinente dont elle aura l'occasion de nous parler aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui l'a amenée à s'installer au Sénégal et à Dakar? Qu'est-ce qui fait qu'elle y soit maintenant depuis 2 ans? Comment allie-t-elle son activité de salariée et cette initiative New in Dakar? Où en est son projet aujourd'hui? Voici autant de sujets pour lesquels j'ai souhaité l'inviter à Life of RIPAT. Bienvenue Maëlle, merci d'avoir accepté cet échange. Comment vas-tu? Alors bonjour Elodie, merci beaucoup à toi de m'avoir invitée. C'est vraiment top, donc moi ça va super, j'espère que toi aussi. Oui, ça va très bien. On est en plein décembre, donc on vient de fêter Noël, donc c'est une période festive pour toi comme pour moi, comme pour tout le monde d'ailleurs. Exact. Et ça tombe bien parce qu'on a un peu, on fait cet épisode dans un petit moment de creux où on n'a pas tous repris l'activité, donc on a eu l'occasion de se poser durant cette période. Donc ça c'est pas mal. Pour commencer, je vais te demander tout simplement de nous raconter le début de ton parcours. Donc, où es-tu née et où as-tu grandi? Alors moi du coup je suis née à Paris au mois de décembre, donc là c'est vraiment, mon anniversaire était il y a une semaine à peu près. Et j'ai grandi en région parisienne, donc dans les Hauts-de-Seine, dans une ville plutôt bourgeoise. Je ne l'étais pas, mais la ville l'était. Ok, donc t'es née à Paris et t'as grandi dans une ville des Hauts-de-Seine, donc c'était laquelle? C'était donc le 92, c'est ça ou non? Oui, dans le 92, ouais, exactement. Pas loin de, on va dire, entre Boulogne et Versailles. Ah oui, donc effectivement assez bourgeois, mais c'est aussi une des... Parce que je m'en suis rendu compte, là actuellement je passe mes vacances en France, et je me suis rendu compte que c'était aussi une des bons côtés de Paris ou de l'Île-de-France, c'est que tu peux effectivement avoir des villes assez bourgeoises, même Paris en tant que telle, c'est une ville bourgeoise, mais tu as quand même la possibilité avec les HLM ou autres de pouvoir avoir une mixité dans des beaux quartiers qui est assez, je pense, rare ou quasiment inexistant dans d'autres villes du monde. Toi, c'était ton cas, tu étais dans une ville bourgeoise, mais tu faisais partie des classes, de la classe modeste dans ta ville. C'est ça, exactement. Quelle est l'origine de tes parents? Moi, mais du coup, mes deux parents sont d'origine ivoirienne, donc les champions d'Afrique depuis peu. On est très fiers. Et bon, moi, techniquement, j'ai que la nationalité française, mais depuis peu, je réfléchis de plus en plus à obtenir la nationalité ivoirienne. Surtout depuis que je vis au Sénégal. C'est par rapport à la zone UMOA? Ouais, exactement. Bah, déjà par rapport à la zone, éviter de payer des visas. Et aussi, surtout, je me dis que ça reste aussi mon origine, donc ça serait vraiment une fierté d'avoir aussi la nationalité ivoirienne. Je te comprends totalement. Je repense à ça parce que bon, c'est dans mon actualité.
Donc, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Et donc, moi, je suis pas d'origine ivoirienne, c'est plus, je suis d'origine camerounaise. Mais comme toi, j'ai que mes papiers français. Mais j'ai maintenant aussi ma carte de résidente ivoirienne. Et du coup, je vais pouvoir rentrer. Et je vais rentrer sans visa. Donc, ça va être la première fois que je pars. Que tu ne payes pas. Exactement. C'est pas rien. Ça montre que je suis une vraie citoyenne locale, quoi. Ça, c'est top. Félicitations. Merci. Quelle étude as-tu fait? C'était quoi un peu ton parcours scolaire? Alors bon, je dirais que globalement, moi, j'ai toujours été une très bonne élève. Après, mon problème à moi, c'était le bavardage. Enfin, si tu regardes mes bulletins scolaires, il y a toujours écrit bonne élève, mais bavarde, bonne élève, mais bavarde. Enfin, c'était mon petit mon petit hic. Et sinon, du coup, moi, j'ai fait un bac option économique et sociale, donc que j'ai obtenu avec une mention très bien. Et ensuite, par contre, moi, j'étais une élève, enfin bonne élève, mais je savais pas quoi faire. Enfin, après le bac, je savais vraiment pas du tout quoi faire. Donc, je savais juste que je voulais pas aller à la fac parce que je savais que j'aimais bien les choses assez carrées, assez cadrées aussi. Et du coup, j'ai des profs qui m'ont conseillé de faire une classe préparatoire. Donc moi, personnellement, je savais pas du tout ce que c'était une classe préparatoire. Mais dans la ville où j'étais, justement, beaucoup de personnes faisaient des classes prépa, donc c'est ce qui m'a été proposé. Donc peut-être pour expliquer rapidement ce que c'est une classe préparatoire, c'est c'est un parcours de 2 ans ou 3 qui te prépare en fait au concours des grandes écoles. Donc ça peut être école de commerce, école d'ingé ou tout type d'école pour lesquelles on a besoin d'un concours. Et moi, du coup, comme j'avais fait une spécialité économique et sociale, c'était préparation au concours d'école de commerce. Donc j'ai fait 2 ans de prépa non sans douleur et manque de sommeil. Et après ces 2 ans, j'ai été admise dans une école de commerce à Reims qui s'appelle Neoma Business School. Donc j'ai rejoint Reims, j'ai continué mes études et j'ai obtenu du coup un master en audit et conseil. Mais en fait, je me rends compte qu'on a un parcours assez similaire, hein, comme toi. J'ai fait une prépa ES et après, donc moi, j'ai intégré Grenoble. Mais du coup, oui, donc je comprends très très bien. Effectivement, c'est des années assez difficiles, mais très formatrices et des cours sont particulièrement exaltants intellectuellement parlant. Je pense que c'est là où j'ai le plus appris, je suis le plus nourrie intellectuellement, quoi. Surtout, t'as des bons profs, c'est génial. Non, t'as totalement raison, parce que je sais que j'ai vraiment vécu l'écart entre 2 ans de prépa et l'arrivée en école, où là, vraiment, on était en roue libre totale. Mais bon. Et pour venir, en fait, juste sur tes parents, donc qui sont d'origine ivoirienne, mais étaient nés aussi donc en France, donc ils ont fait ce choix de venir pour vous donner de meilleures opportunités professionnelles ou ils ont fait ce choix d'immigrer, c'est ça? Alors, il me semble, j'ai pas toute l'histoire en entier, mais je sais que ma mère, elle, est venue pour ses études. Mon père, lui, est venu pour une opportunité de travail en France. Donc, mon père, lui, avait la nationalité française, donc c'est pour ça que je me suis retrouvée française assez automatiquement. Et ma mère, elle l'a obtenu il y a pas si longtemps que ça. Donc, je sais pas si elle voudrait que je le dise, mais je le dis quand même. Elle l'a obtenu il y a pas si longtemps que ça. Donc, je pense que ma mère pour les études et mon père pour le travail. Et ils se sont rencontrés en France. Ok, et donc aujourd'hui, ils vivent encore en France. Alors, mon père vit en Côte d'Ivoire depuis quelques années, donc il est retourné vivre en Côte d'Ivoire. Et ma mère est toujours en France, mais elle aimerait bien retourner en Côte d'Ivoire à l'avenir. Ah, mais c'est très intéressant. Enfin, on en reparlera du coup. Je note bien ça par rapport à la suite, mais ok. Donc, suite à ça, t'es diplômée et quelles ont été un peu tes premières expériences professionnelles? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mon master, du coup, je l'ai fait en alternance. Bon, c'était pas du tout par choix, hein, c'était juste parce que j'avais pas assez, assez d'argent, pour être honnête. Donc, on a opté pour la solution la plus économique. Et finalement, je regrette pas du tout, hein. Donc, j'ai commencé par 2 ans d'alternance en contrôle interne. Donc, c'était très proche de la spécialité que j'étudiais. Donc, j'ai bossé pendant 2 ans là pour une entreprise mondiale de la chimie. Et ensuite, en fait, après les 2 ans, moi, je voulais faire un VIE au Brésil. Pourquoi le Brésil, je ne sais pas, mais je voulais absolument faire un VIE au Brésil. Mais c'est tombé en fait en plein Covid. Donc j'ai dû revoir mes plans. Et du coup, la boîte m'a proposé un contrat en tant que contrôleuse de gestion. Donc c'est c'est le poste que j'ai occupé pendant 2 ans et demi, juste avant de m'installer au Sénégal. Donc du coup, dans cette boîte, j'ai fait 4 ans et demi. 4 ans et demi au total. À chaque invité, je me rends compte mais que le Covid vraiment a bouleversé nos vies. Ah, il a bouleversé nos vies. Dans le mauvais comme dans le bon sens, hein, en vrai, même par rapport au départ en Afrique. Mais vraiment, c'est quelque chose, on dit que c'est fini, mais ça a tellement changé nos trajectoires. C'est incroyable comme c'est encore présent aujourd'hui. T'as pas eu l'opportunité de partir, mais donc ton entreprise t'a proposé de rester. Exactement. Donc en fait, comme je te disais, donc j'ai fait 2 ans d'alternance en contrôle interne. Donc c'était hyper intéressant parce qu'en fait, tu avais déjà une équipe top.
une équipe qui savait déléguer, qui du coup m'a beaucoup appris pendant 2 ans et surtout m'a fait confiance assez rapidement. Donc la première année, je dirais que c'était plus de l'apprentissage. Et la deuxième année, quand ils ont vu que j'étais beaucoup plus à l'aise, ils m'ont laissé gérer des dossiers. Parce qu'en fait, pour t'expliquer très brièvement ce qu'on faisait, c'est que le contrôle interne, en fait, c'était aller faire des tests dans les différentes entités de la boîte, enfin de l'entreprise, pour voir en fait si on respectait plus ou moins la réglementation de l'entreprise. Donc on faisait des tests à la fois en usine, vu que c'était une entreprise industrielle, mais aussi au niveau du siège social. Et au fur et à mesure, la première année, les tests étaient menés par mon maître d'alternance. Et puis en deuxième année, en fait, il y a certains tests que je menais toute seule. J'allais voir des entités toute seule en totale autonomie. Donc ça, vraiment, c'était top. Et surtout, en fait, comme tu fais des tests sur à peu près toutes les fonctions de l'entreprise, ça te permettait d'avoir vraiment une vision 360. Donc un jour, tu vas aller en usine et parler inventaire. Et puis un autre jour, tu vas être dans la direction douane et parler droit de douane, quoi. Donc ça, c'était vraiment... Enfin, pour moi qui n'avais jamais travaillé dans une grande entreprise, c'est vraiment top. Est-ce que tu peux donner un exemple de test? Parce que par exemple, tu vois, moi, je vais faire des tests. Moi, mon expertise, c'est l'expérience utilisateur. Donc, j'aide mes clients à avoir un service ou un produit qui soit facile à utiliser, tout simplement, pour fidéliser leurs utilisateurs. Et je peux faire des tests d'application mobile, ce genre de choses, ou des tests de service. Donc, c'était quoi exactement les tests que vous faisiez, enfin, que tu pouvais faire, par exemple Je sais, il me semble que le premier test qu'on faisait, c'était lié aux délégations de pouvoir. Donc, tu vois, donc, par exemple, quand tu es dans une entreprise, tu as différentes business units. Donc, pour donner un exemple, imaginons chez L'Oréal, tu vas avoir la business unit maquillage, la business unit soins capillaires, etc. Donc, c'est différents produits. Et en fait, chaque business unit va avoir son patron, son contrôleur de gestion, sa supply chain, etc. Et le premier test, en fait, c'est de s'assurer qu'il y avait un document de délégation de pouvoir. Donc, par exemple, quand tu passes des commandes, en fonction des seuils, en fait, tu n'es pas obligé de faire valider par le patron. Donc, par exemple, si c'est, enfin, je dis des chiffres au hasard, si c'est 50 000 euros, ça va être, le contrôleur de gestion peut valider. Si c'est 100 000 euros, par contre, c'est le directeur qui doit valider. Si c'est plus d'1 million, ça doit passer par un process de validation beaucoup plus large. Et en fait, normalement, chaque année, on fait signer au directeur de BU une délégation de pouvoir. Et du coup, le premier test, c'est déjà de s'assurer que cette délégation-là était bien signée. Si je te prends une usine, par exemple, un des tests qu'on faisait, c'était lié aux inventaires. Donc là, s'assurer qu'en fait, l'inventaire était bien mené à partir de feuilles vierges. En fait, l'idée, c'est que quand tu arrives pour faire un inventaire, tu dois compter en ne sachant pas combien d'articles, par exemple, il va y avoir. Donc nous, on s'assurait que les inventaires étaient bien faits à partir de feuilles vierges. On s'assurait que c'était bien 2 personnes de 2 services distincts qui avaient mené les inventaires, etc. On posait des questions et on essayait de comprendre un petit peu comment chaque entité menait ses inventaires. Donc c'est de ce type de test-là, en fait. Donc, je comprends mieux, en fait, ça permet de vérifier en permanence que l'entreprise, elle est réglementairement réglo. Enfin, qu'elle est compliant à tous les niveaux, que les process fonctionnent bien, que légalement, on est raccord. Moi, j'ai beaucoup été dans les startups, les entreprises qui se créent, donc c'est un autre... On n'a pas besoin de ce type encore de métier parce qu'on est encore dans la création, dans l'innovation, donc on a à des stades quand même moins avancés, et donc il n'y a pas besoin d'avoir tous ces process-là. Mais du coup, je comprends. Ok, tu vois un peu tout ce qui se passe dans l'entreprise. Ouais, tu vois un petit peu tout. À un moment, il y a le fameux déclic, ou du moins le souhait de vouloir s'installer, dans ton cas, en Afrique. Qu'est-ce qui t'a décidé à partir? Alors, du coup, comme je disais, donc après les 2 ans d'alternance, j'ai fait 2 ans et demi de contrôle de gestion. Donc, comme tu l'as compris, c'était pas forcément dans mes plans, parce que moi, je me voyais déjà à Rio, quoi. Mais je me suis dit, c'est pas grave, on va essayer d'acquérir de l'expérience. Enfin, j'ai rien à perdre. Donc, je suis restée. Donc, on aime bien dire en contrôle de gestion, c'est que la première année, tu apprends. Parce que pour te dire, franchement, je crois que c'était mes débuts, je crois que c'était les pires débuts du monde professionnel que j'aurais pu avoir. Non pas à cause de l'équipe, mais vraiment à cause du poste qui était assez dur au début. Pour te dire, je crois que le premier jour, donc c'était le 1er septembre 2020 ou 2021, je rentre dans les toilettes et je me dis, bon, il est encore temps d'abandonner et de partir. Heureusement, je suis pas partie et je suis restée du coup 2 ans et demi. Donc la première année, j'ai vraiment appris. Donc les premiers mois assez durs, mais on tient. La deuxième année, tu commences à être beaucoup plus à l'aise. Donc tu fais les missions assez facilement. Et après, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, tu commences à te lasser. Donc, je dirais que même le cycle au général d'un contrôleur de gestion, c'est qu'au bout de 3 ans,
tu as envie de faire un petit peu autre chose. Donc moi, j'étais déjà sur ça. J'avais envie de changer parce que j'en avais un petit peu marre de la routine, parce que c'est un métier quand même assez routinier. Tu as des clôtures chaque début de mois, enfin chaque fin et début de mois. Tu dois toujours envoyer les mêmes reportings, analyser des chiffres quand même assez similaires. J'étais lassée et j'avais vraiment envie de voir autre chose. Donc je commençais en fait à entamer des démarches pour faire de la mobilité interne. Donc je commençais déjà à réfléchir un petit peu aux arguments que j'allais donner à ma RH, que j'avais mon entretien annuel normalement qui allait être dans 2 mois. Et c'est pile poil à ce moment-là, en fait, que je suis mise en contact avec celui qui deviendra mon patron plus tard au Sénégal. Parce que bon, l'histoire est un peu compliquée, mais j'étais à l'époque dans l'African Business Club, donc qui est une association basée à Paris, dont le but est un petit peu de promouvoir le continent africain. Et dans cette association-là, en fait, j'étais responsable du pôle réseau. Et une de nos missions, c'était de tenir, en fait, le job board de l'association, donc de mettre à disposition des offres d'emploi en Afrique sur LinkedIn. Donc, on a une page qui s'appelle African Business Jobs. Et en fait, assez régulièrement, on mettait des offres d'emploi. Donc, ce qui faisait que assez régulièrement, des personnes nous contactaient pour mettre en avant leur offre. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré mon futur patron. Et parce que lui, en fait, il recrutait, il était à la recherche d'une personne pour travailler sur un nouveau projet de social business, donc de vente sur les réseaux sociaux. Donc, on discutait un peu, je lui donnais un petit peu des conseils par rapport à sa fiche de poste. Mais au début, c'était vraiment que des discussions classiques. Et puis un jour, il m'appelle et il me dit: ah tiens, je comprends pas. Enfin, vous avez publié l'offre, mais j'ai pas eu beaucoup de demandes. En plus, j'ai scrollé ton profil sur LinkedIn et je trouve que le tien est plutôt pas mal. Et moi, je me suis dit: bah, je dis merci, mais moi, enfin, j'ai un CDI. Enfin, je dis merci, mais j'ai un CDI. Je venais à peine de prendre un appart. Enfin, je trouve que l'appart, j'y étais restée depuis 2 mois, alors que j'avais mis 3 mois à le trouver. Donc pour moi, c'était en mode bah merci, mais voilà quoi. Mais non, merci. Ouais, merci, mais non merci. Vraiment, merci, mais non merci. Et en fait, il se trouve qu'à l'époque, j'hébergeais. Enfin, quand je dis l'histoire, elle est vraiment. Enfin, what the fuck. Enfin, à l'époque, j'hébergeais une pote chez moi. Et je me souviens que j'étais en télétravail quand je quitte l'appel. Et je lui dis: mais il y a un gars, il vient de me proposer un taf au Sénégal, mais j'ai dit non. Et elle me dit: mais pourquoi t'as dit non? Et je dis: bah, je sais pas. Non, je savais vraiment pas pourquoi j'avais dit non. Elle me dit: mais au pire, enfin, mais non, mais renvoie-lui un mail. Au pire, t'as rien à perdre. Donc, du coup, j'ai suivi son conseil. J'ai renvoyé un message au gars en disant: bah, finalement, en fait, après réflexion, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Donc, au début, il ne répondait pas. Donc, je me suis dit: bon, vas-y, c'est mort pour moi. J'ai gâché la chance de ma vie. Et puis après, finalement, il me répond, je crois, 1 ou 2 semaines après. On fait un premier entretien. On fait un deuxième entretien et coup de la chance ou coup du hasard, en fait, je devais aller au Sénégal avec mon père pour un voyage père-fille, exactement au même moment. Donc quand je te dis que toutes les étoiles, le destin, enfin tout était là. Mais c'est Donc en fait, incroyable. franchement, c'est incroyable. Donc du coup, bah, je fais mon dernier entretien du coup à Dakar et le lendemain, en fait, il m'annonce que je suis prise. Enfin, j'avais briefé ma mère quand même en amont, en lui disant: oui, maman, c'est possible que j'aille vivre au Sénégal, mais elle pensait que c'était encore une blague parce que elle a l'habitude de mes histoires un peu what the fuck. Donc, je dis: bon, j'essaie de la prévenir un petit peu. Mon père, c'est la veille de l'entretien que je dis: ah, d'ailleurs, demain j'ai un entretien et tout. Il fait: hein, quoi? Pourquoi? Enfin, ça aussi, peut-être, on pourra en parler. Mais lui aussi, il comprenait pas. Donc, je dis: bon, j'ai un entretien, on verra ce que ça donne. Et puis je suis prise, je crois que j'apprends que je suis prise le vendredi. Le vendredi après, je crois que je rentre sur Paris. Lundi, j'arrive au boulot, je dis rien. Parce que je me dis: mais comment je vais leur dire en fait? Donc lundi, je dis rien. Lundi, je le dis juste à une collègue qui est franco-sénégalaise et qui du coup était au courant. Et mardi, je prends mon courage à deux mains, je crois à 18h. Je parle à mon manager et je dis: bon, j'ai un truc à t'annoncer. Je pars vivre au Sénégal, je démissionne. Et il m'a regardé, il m'a dit: mais personne s'y attendait, moi-même je m'y attendais pas. Donc en fait, ils se sont tous dit: mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce encore? qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Vraiment, c'est Elle gâche qu'est-ce sa qu'elle vie, elle a pas peine commencé. je te jure, entre un tel qui me disait: mais je comprends pas, mais un VIE c'est hyper risqué, et puis d'autres qui étaient en mode: ah mais c'est trop bien, c'est trop génial. Moi j'étais là en mode: oh là là, mais qu'est-ce que je fous? Donc c'était un recrutement très rapide, donc j'avais 3 mois en fait pour démissionner, pour déménager, pour faire mes démarches, pour recruter une nouvelle personne, pour former la nouvelle personne et ensuite partir au Sénégal. Donc en gros, à partir de décembre, c'était la course. Genre c'était la course que j'avais. Je crois que j'ai quitté le taf genre en mi-février. Donc j'avais vraiment. Enfin, on a recruté la nouvelle personne mi-janvier et c'était la course. Ces 3 derniers mois là, c'était l'horreur. Enfin, déjà, merci pour ce partage complet. J'aimerais revenir sur pas mal de points.
ok, tu as cette opportunité-là. Quand ton amie, elle te dit, mais pourquoi tu as dit non? Finalement, c'est-à-dire que potentiellement, elle avait connaissance de ton besoin de t'installer là-bas. Tu avais quand même une envie de t'installer en Afrique avant même de recevoir cette opportunité. Exactement. Bah, sachant qu'en fait, cet ami-là, je l'avais rencontré dans l'association. Donc, on avait tous un peu, dans l'association, on a tous un petit peu cette envie ou ce projet plus ou moins lointain d'aller vivre en Afrique. Moi, je savais que je voulais y vivre. Ça c'était un truc qui était sûr. Tu vois, en fait, quand j'étais en France, je savais que le contrôle de gestion, je savais que c'était quelque chose qui ne me convenait pas. Mais je me demandais, mince, comment je vais faire pour arriver en Côte d'Ivoire, sachant que j'ai fait que du contrôle de gestion, mais j'ai pas envie de faire du contrôle de gestion. En fait, la question que je me posais, c'était comment j'allais faire pour arriver en Côte d'Ivoire et trouver une opportunité alors que je savais très bien que je voulais pas continuer dans le contrôle de gestion. Là, j'étais en mode, bon, mince, tout d'abord que je me réoriente avant de m'installer. Ok, je comprends. Et à la base, c'était la Côte d'Ivoire. Ok. Oui, à la base, c'était la Côte d'Ivoire. Ok. Donc, elle, en fait, elle t'a questionné réellement. Pourquoi, en fait? Pourquoi non? À l'époque, t'avais quel âge? Je sais pas, je crois que j'avais 24, 25. Oui, voilà, non, c'est ça. Donc, t'étais jeune. Donc, c'était aussi un peu jeune. Premier CDI après alternance. Donc, je comprends que c'était pas encore hyper précis pour toi. Mais bon, en tout cas, les choses se font. Ce que je me suis dit, et c'est ça que tout à l'heure, je dis que je retiens ça, c'est que ton père est parti revivre en Côte d'Ivoire. Et de beaucoup de ripates que je rencontre en Côte d'Ivoire, mais qui, eux, ont leurs parents ou sont nés en Côte d'Ivoire ou ont leur famille en Côte d'Ivoire, justement, souvent, ce qui leur fait repartir, c'est la famille. Donc, toi, effectivement, est-ce qu'à un moment, tu n'as pas eu cette réflexion de te dire, OK pour la Sénégal, mais je m'éloigne peut-être de mon père ou c'est pas forcément été un sujet? Non, c'était pas forcément un sujet parce que lui, tu vois, il est parti quand même il y a assez longtemps. Et ouais, sans rentrer dans les détails, enfin, j'ai surtout vécu avec ma maman, tu vois? Donc moi, c'est plus enfin, ma base, c'est vraiment la France. Peut-être qu'on l'abordera après, mais moi, je suis très contente finalement d'être venue au Sénégal d'abord. Je pense que si j'étais venue en Côte d'Ivoire, ça allait pas du tout être la même liberté, pas du tout être la même expérience. Je me dis que le destin a bien choisi. Mais je pense que si j'étais allée en Côte d'Ivoire, je pense que j'aurais pas aimé autant l'expérience. Je me dis même émotionnellement, mon Dieu, le stress, parce que c'était ton premier CDI. Donc là, tu annonces comme ça que tu es en vacances, tu rentres, tu annonces ton départ et tu as tout à gérer en 3 mois. Enfin, moi, j'ai eu à gérer autant de choses, mais beaucoup plus tard, tu vois, à mes 31 ans. J'avais quand même beaucoup plus de bagages que toi, professionnel. Et je me dis, mais la pression émotionnelle, la gestion du temps aussi, enfin, déjà le fait de, enfin, c'est pas le rejet, mais de prendre l'avis des autres, de ton entreprise que tu aimais quand même bien. Donc, digérer ça, leur faire accepter ça et gérer la logistique, donc être quand même suffisamment focus pour avancer vers ce projet. Mais ça a dû être très difficile. Je sais pas comment expliquer, c'est comme si j'étais dans le déni ou dans une bulle pendant 3 mois où j'étais très focus sur le truc. Pour moi, c'est dans 3 mois, tu vas au Sénégal, t'as déjà signé, t'as déjà tout fait. Donc, la vie des autres, je l'écoutais, mais en fait, je m'en fichais, tu vois. À part, bien évidemment, bon, la vie de ma mère. Donc, la vie de ma mère, j'ai quand même dû bien lui expliquer, bien lui la mettre en confiance. Que elle, pour le coup, c'était celle qui avait le plus peur. Bon, mon père, tu vois, par exemple, ce qui est hyper paradoxal, c'est que lui qui vit en Côte d'Ivoire, quand je lui ai dit que j'allais m'installer au Sénégal, il m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu fous?» tu vois? Enfin, lui, il comprenait pas du tout pourquoi je venais vivre au Sénégal. Enfin, il me disait: «Mais t'as tout en France, tu un CDI, enfin pourquoi?» tu vois? Il disait: «Mais toi, du coup, toi, pourquoi?» Donc c'est vraiment c'est une guerre de pourquoi, mais je dirais que moi, enfin, franchement, j'étais tellement focus dans mon truc de faut que j'y aille, faut que je me dépêche, que dans ma tête, j'avais déjà tout. Après, je suis très organisée, je m'étais fait un tableau Excel où j'avais mis toutes les étapes. Donc, envoyer son préavis, résilier Free, résilier enfin, j'avais déjà tout mis en tête. Je me suis dit, t'as déjà signé, donc vas-y, en fait, regarde pas derrière et essaye d'être le plus organisé possible. Moi, c'était le seul, ouais, ce qui me tenait, quoi. Mais après, ouais, je courais dans tout Paris. Enfin, j'avais fait une story où tu me voyais, soit j'étais en train de marcher, soit mes AirPods étaient toujours déchargés. J'avais jamais de batterie sur mon téléphone. Enfin, j'étais toujours, j'étais jamais chez moi. Pendant ces 3 mois, j'étais jamais chez moi. Bon, déjà, félicitations pour avoir tenu cette période. De toute façon, en fait, tu n'avais pas le temps d'analyser ou Non, de j'avais pas le la temps. vie des gens, quoi, ou les émotions. T'étais trop concentré sur toi pour pouvoir avancer. Ouais, donc j'ai oublié de le préciser, mais l'autre chose qui me rassurait, c'est que moi, je suis rentrée, en fait, enfin, rentrée. C'était un contrat de VIE, donc volontariat international en entreprise. Enfin, c'est ça aussi, je pense, qui m'a rassurée, parce que bah, en VIE, tu dépends quand même encore de la France. Tu as accès à une mutuelle. L'entreprise prend en charge ton billet d'avion aller-retour.
Bon, après, moi, j'étais dans une petite boîte, donc j'avais pas forcément tous les autres avantages, mais quand tu es dans une boîte beaucoup plus grosse, tu peux avoir, je sais pas, le logement pris en charge, un chauffeur, une voiture, des billets d'avion pris en charge. Donc, je dirais que ce qui m'a aussi rassurée et ce qui m'a permis de rassurer aussi les gens autour de moi, c'était en leur disant, bah, moi, j'y vais, mais c'est un contrat dans lequel, où j'étais plutôt à l'aise, tu vois. Donc, c'est ça aussi qui a fait que je m'inquiétais pas plus que ça. Et à cette époque-là, en fait, côté salaire ou autre, enfin, c'était quasiment le même que celui que j'avais en France. Donc, il y avait rien qui. En gros, ça changeait rien pour moi, quoi. Tu as dit à un moment que de toute façon, les personnes qui sont dans ton association, donc je crois que c'est African Business Club, on mettra le lien dans l'épisode, tu disais que de toute façon, vous avez tous ce projet, soit de retourner ou de vous y installer si vous étiez comme nous, nés en France. C'était quoi tes motivations de partir là-bas, de t'y installer? Bah, je pense que déjà, j'avais été frustrée, tu vois, par exemple, enfin, comme j'étais en alternance, que j'ai pas pu faire un semestre à l'étranger ou quelque chose comme ça, déjà, je sais que j'étais frustrée et je voulais absolument passer au moins une partie de ma vie à l'étranger. Ça, c'était quelque chose que je voulais absolument. Après, je pense que naturellement, la Côte d'Ivoire est venue en tête parce que c'était un pays que je connaissais. Après, j'ai élargi un petit peu en pensant au Sénégal, parce que même avant de m'installer au Sénégal, je savais que si je devais m'installer en Afrique, ce serait soit en Côte d'Ivoire, soit au Sénégal. Pas forcément parce que j'aimais le Sénégal, parce que je connaissais pas du tout le Sénégal, mais c'est surtout parce que à force d'être dans l'association, je me rendais compte qu'il y avait quand même beaucoup d'offres, soit sur Abidjan, soit sur Dakar. Donc c'était purement pragmatique. Genre, je me disais que même si je m'installe en Afrique, je veux quand même être dans un endroit où je peux avoir quand même de belles opportunités professionnelles. Donc je dirais que l'idée de base, c'est que je voulais m'installer ailleurs, au moins pendant un moment, et l'Afrique Côte d'Ivoire parce que je connaissais, élargi au Sénégal parce que il y avait des opportunités là-bas. C'est marrant parce que tu es la première invitée que j'interviewe qui est au Sénégal et qui est pas d'origine sénégalaise. Et du coup, on va pouvoir en parler sur en fait qu'est-ce qui te plaît tant au Sénégal. Donc effectivement, ouais, ivoirienne basée au Sénégal et encore, enfin c'est même encore plus compliqué parce que quand je suis hors du Sénégal, hors de la France et hors de la Côte d'Ivoire et qu'on me demande d'où je viens, à chaque fois je bug parce que je me dis mais attends, qu'est-ce que je dois dire? Je viens de France, je suis d'origine ivoirienne ou je viens de Dakar. Donc c'est vrai que c'est assez marrant. Comme je te dis, je connaissais pas du tout le Sénégal. J'avais eu l'occasion juste de visiter pendant une semaine avec mon père. Et pendant cette semaine-là, franchement, j'avais adoré. Enfin, j'avais vraiment beaucoup adoré le pays parce que ça me faisait penser à la Côte d'Ivoire, mais avec bien évidemment la langue différente et la religion principale différente. Mais j'aimais bien un petit peu la vibe du pays. En plus, Dakar, ville côtière. Enfin, moi, je pense que j'aime beaucoup la mer. Donc, franchement, je m'y voyais bien. Donc, c'est-à-dire que même en novembre, quand j'étais venue pour les vacances, je m'y voyais bien pour la vie de tous les jours. Donc, ça tombait bien. Et après, par rapport au Wolof, c'est vrai que j'avais des appréhensions, mais quand je suis venue en vacances, je me suis rendu compte qu'on pouvait très bien ne pas le parler et s'en sortir. Après, par contre, avant de m'installer, j'avais pris des cours de Wolof en ligne, donc ça m'a pas trop servi, mais j'ai fait l'effort quand même d'essayer d'en prendre. Et après, le fait d'être toute seule là-bas, je t'avoue qu'au début, en fait, j'étais tellement dans l'euphorie de la nouvelle aventure que j'y pensais pas trop. Mais c'est vraiment... Et surtout parce que quand j'étais allée en novembre, j'avais rencontré 2-3 personnes ici et je m'étais dit, bon, bah, trop bien, au pire, si je reviens, je pourrais revoir ces personnes-là. Ces personnes-là qui étaient au Sénégal une semaine après mon arrivée. C'est là que j'ai commencé à paniquer. Et du coup, au moment de partir, quelle était ta situation perso? Est-ce que tu étais seule, avec un conjoint, avec des enfants? Non, au moment de partir, j'étais célibataire. Donc maintenant, on va passer un peu sur la partie de ta vie tout simplement au Sénégal. Donc l'installation, comment elle s'est passée de manière générale? On viendra sur les points administratifs vers la fin. Globalement, c'était plutôt fluide. Le gros sujet, c'était trouver un logement, parce que le billet d'avion a été pris en compte, etc. Donc le plus gros sujet, c'est trouver un logement. Donc Dieu merci, enfin, j'ai réussi à trouver un agent immobilier à distance qui a géré mon premier logement et le second. Donc il était plutôt cool, quelqu'un de confiance, à qui je parle toujours d'ailleurs. Mais c'était fluide en fait, hein. J'ai eu le billet, j'ai pris mon vol, je suis arrivée, j'avais déjà un logement et je crois que 2 jours après, je commençais le travail, quoi. Donc, j'ai même pas eu le temps de réfléchir à quoi que ce soit. C'est direct dans le bain. Ouais, d'accord, ok. Donc c'était assez rapide et toute la partie administrative a été gérée par ton entreprise. Ouais, en grande partie. Dis-nous, maintenant que tu y es depuis 2 ans, qu'est-ce que tu apprécies particulièrement au Sénégal aujourd'hui?
Déjà, venir au Sénégal, ça m'a permis de découvrir une nouvelle culture. Bon, ça fait peut-être un peu bateau ou cliché, mais je me suis rendu compte que même si j'avais cette culture ivoirienne, bah là, être imprégnée dans une autre culture, ça permet d'être beaucoup plus ouverte. Tu vois, par exemple, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est l'exemple de la religion. Tu vois, en France, on va avoir tendance à diaboliser de temps en temps par la religion musulmane. Alors que ici, tu vois, bah, le pays, je crois qu'il est à 95% musulman. Et tous les jours, en fait, j'apprends de nouvelles choses sur l'islam hyper intéressantes, tu vois, que j'aurais peut-être pas eu en tête en France. Donc, je sais que sur cette partie-là, beaucoup plus ouverte qu'avant, parce que j'en sais beaucoup plus. Même s'il y a certaines similitudes avec la Côte d'Ivoire, c'est intéressant de se rendre compte que même si on est à 2 heures d'avion, on est totalement différent sur plein de choses. Que ce soit sur la façon de manger, que ce soit sur l'habillement, sur les traditions, etc. Moi, j'avoue que l'idée reçue que j'avais avant, c'était que ah mais c'est cool, enfin je connais déjà la Côte d'Ivoire, donc ce sera hyper facile pour moi de m'intégrer au Sénégal. Faux, c'était totalement faux. Mais bref, l'autre chose que j'aime beaucoup, c'est le cadre et la proximité avec la mer. Parce que ça, franchement, c'est hyper apaisant d'avoir la mer. Parce que tu as une journée de merde, tu peux aller te poser à la plage pour décompresser. Le week-end, tu as envie de te sortir un peu, tu peux aller à la plage. Et ça, vraiment, je me rends compte que c'était important, en fait, pour moi d'avoir cette proximité-là avec la mer. Et tu vois, même si, par exemple, un jour, je dois revenir m'installer en France ou dans une autre ville, bah, je pense que j'aimerais vraiment avoir la mer à côté. Par rapport au Wolof, qui est, un point bloquant pour beaucoup de personnes, donc tu nous as dit juste un peu avant que, tu avais pas eu besoin forcément de l'apprendre, c'était pas forcément handicapant. En tout cas, que ce que tu avais appris, ça t'avait pas forcément servi tout de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, au bout de 2 ans, est-ce que tu estimes toujours que c'est pas un point bloquant et qu'on peut très bien vivre en Sénégal sans, maîtriser, le Wolof? En toute transparence, oui, tu peux très bien vivre au Sénégal sans maîtriser le Wolof. Après, tout dépend de l'expérience enfin, de la vie que tu veux vivre ici. Tu vois, le Wolof, pour moi, là où c'était important de quand même avoir des bases, c'était pour pouvoir m'exprimer avec les locaux. Tu vois, par exemple, le taxi, parfois, ne parle pas très bien français, donc c'est beaucoup plus facile pour lui quand tu lui parles en Wolof. Tu vas commander un Yango, enfin, moi, je sais qu'automatiquement, si je dis juste Aloha, donc Aloha, ça veut dire oui, allô. Automatiquement, il va m'enchaîner en wolof, donc je suis contente de comprendre ce qu'il me dit. Puisque même si le français reste la langue officielle, il y a beaucoup de gens qui ne le parlent pas. Donc tu peux t'en sortir si tu vas juste au resto, si tu vas juste dans les magasins ou que tu es dans une boîte, on va dire, internationale. Mais moi, je trouve que c'est quand même important de l'avoir si tu veux être beaucoup plus proche de la vie locale. Donc aujourd'hui, tu parles Wolof? Tout direct. Non, enfin, honnêtement, ce serait mentir de dire que je le parle, mais quand je me rends compte que la personne ne comprend pas du tout ce que je dis en français, j'essaye de coller un petit peu les 4 mots que je connais pour me faire comprendre et j'ai appris la base, en fait. Genre, je peux appeler un taxi, lui demander où est-ce qu'il est, lui dire où est-ce que je suis. Je baragouine, quoi. Je OK, baragouine. ouais, mais c'est déjà pas mal. En tout Ouais, cas, je des trucs baragouine de un base peu. pour te situer ou, Exactement. Tu te rends compte que c'est aussi même beaucoup plus apprécié par la population quand tu fais l'effort, hein. Quand tu fais l'effort de parler en wolof, par exemple, enfin, même quand tu veux négocier des choses, ça passe déjà un peu mieux quand tu commences en wolof, tu vois? OK, donc oui, donc c'est pas bloquant. Vaut mieux le faire si on veut vraiment s'intégrer localement, C'est ça. Mais c'est pas bloquant, quoi. Bah, très clair, merci pour ces explications parce que c'est vraiment un point bloquant pour beaucoup de personnes, donc je suis très contente de t'avoir, eu et sachant que tu es pas d'origine sénégalaise, d'avoir ce retour-là, en fait, ça a aidé beaucoup de gens. Peut-être pour souligner, c'est pas bloquant, mais tu vois, par exemple, dans la vie professionnelle, comme le wolof, c'est la première langue qui va sortir automatiquement, ça peut être bloquant plus pour socialiser avec tes collègues. Puisque automatiquement, quand il va y avoir une discussion, etc., ça va switch en wolof. Tu vas aller un petit peu sur les réseaux sociaux, tout est écrit en wolof. Donc c'est pas bloquant, mais côté socialisation, ça peut freiner, quoi. Oui, donc si, ça peut bloquer à ce niveau-là, en fait, C'est ça, enfin, ça peut bloquer à dans le ce fait de niveau-là. de 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 nouer des liens peut-être forts avec, les personnes localement, mais c'est pas en tout cas, c'est pas insurmontable. Voilà, c'est pas insurmontable. Toi, au bout de 2 ans, tu te sens quand même avec ce que tu sais dire, tu te sens bien, tu te sens intégré. Ah oui, de toute façon, moi, j'ai à mes collègues, je leur dis: «Bon, les gars, moi, je comprends pas, donc on switch en français. Après, si vous voulez parler en wolof, OK, mais pensez à moi, quoi. Si je suis là, pensez à moi un peu». OK et ils font l'effort. Ouais, de temps en temps, ils font l'effort. Après, si parfois je me rends compte qu'ils sont vraiment dans leur discussion, je me dis: «Bah, c'est pas grave, enfin, si je comprends pas, c'est pas grave et puis je passe à autre chose, hein».
Très intéressant. Merci beaucoup pour ces précisions. Du coup, là, on va passer plus sur ta vie, professionnelle. Donc, dis-nous en tant que salarié, que fais-tu aujourd'hui? Quelle fonction tu exerces? Yes, alors là maintenant, enfin à l'heure où je te parle, je suis responsable communication et partenariat pour une association qui s'appelle Polaris Asso. Donc c'est une association qui a pour but de promouvoir un petit peu l'engagement citoyen auprès des jeunes, le tout grâce au numérique. À noter qu'en fait moi quand je suis arrivée, du coup j'étais en VIE en tant que chef de projet pendant 1 an et ensuite j'ai été amenée à chercher un travail ici et c'est là que j'ai obtenu cette opportunité. Donc alors le VIE, tu l'avais dans une autre entreprise? Exactement. Donc j'ai changé. Du coup, je suis responsable communication et l'objectif principal, en fait, ça va être, de promouvoir, les messages de l'association à travers à la fois, nos canaux digitaux, donc réseaux sociaux, site internet, newsletter, mais aussi, à travers de la communication, offline, donc ça va être des goodies, des kakémonos et cetera. On parlait de l'importance de la langue tout à l'heure, bah, là, pour le coup, c'est vraiment important. Par exemple, moi, c'était une de mes peurs, dans ce rôle-là, de pas maîtriser le wolof parce que l'idée, c'est de pouvoir c'est de s'adresser principalement aux jeunes Sénégalais. Donc c'est pour ça que, tu vois, par exemple, ça, c'était un blocage. Quand j'ai recruté dans mon équipe, il me fallait absolument une personne qui parlait wolof parce que, pour le coup, bah, pour la communication, pour ce poste-là, c'était important de le parler. Donc là, ça fait un petit virage parce que comme je le mentionnais plus haut, j'étais contrôleuse de gestion à la base et là maintenant je me retrouve Respocom, donc un petit peu out of nowhere. Mais finalement, avec le temps, je me rends compte que c'est ce qui me plaît le plus de ma petite expérience pour avoir touché à plein de petites choses. Je pense que c'est le poste dans lequel je suis le plus épanouie. Avec la gestion de la communauté Nuit Dakar dont je parlerai plus tard, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment en fait tout ce qui était communication, tout ce qui était réseaux sociaux, tout ce qui était réussir enfin, créer des stratégies pour promouvoir quelque chose. Et en fait, ce qui me plaît surtout, c'est que là, c'est faire de la communication pour avoir un impact et non faire de la communication pour vendre. Et c'est ça la nuance qui fait que j'aime beaucoup ce job-là, quoi. Est-ce que toi-même, tu as un engagement citoyen, tu as eu à développer ça, par exemple, en France, à titre personnel? Donc, est-ce que tu recherchais vraiment spécifiquement une entreprise dans ce secteur-là ou c'est vraiment une opportunité qui t'est tombée dessus, Bah, je dirais que c'est plus une opportunité qui m'est tombée dessus. Par contre, quand j'ai démarré mes recherches, en fait, j'hésitais, enfin, j'avais ouvert à 3 secteurs, donc bon, contrôle de gestion parce que, bah, c'est dans ce domaine-là que j'avais le plus, d'expérience. Après, j'avais mis chef de projet parce que, bah, c'est ce que je faisais en VIE et après j'avais ouvert à la com. Effectivement, l'opportunité m'est tombée dessus, mais dans le projet qu'on avait dans mon ancienne boîte, donc quand j'étais chef de projet, c'était aussi un projet, social. Donc c'était aider les jeunes femmes à gagner en autonomie grâce à la vente en ligne, sur les réseaux sociaux. Donc j'avais déjà touché un petit peu à cet aspect, avoir de l'impact. Donc c'était quelque chose qui me plaisait aussi. Et surtout qu'en plus à Dakar, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de sièges, d'ONG et d'associations, enfin de bureaux régionaux. Donc je savais que c'était peut-être vers ça que je voulais, me tourner. on comprend mieux, du coup, ce que tu fais aujourd'hui, en tout cas, niveau salarié. Culturellement, est-ce qu'il y a des faits ou anecdotes qui ont été difficiles, donc que tu peux nous partager? Ce qui est cool, c'est que j'ai 2 expériences. Donc la première, c'était vraiment, bah, du coup, je suis dans une entreprise 100% sénégalaise. Donc on était une vingtaine et on était, 4 à être, français. Donc le reste 100% sénégalaise, très ancrée du coup dans la culture. Et la première anecdote, en fait, c'est mon premier jour. Enfin, j'arrive, je crois qu'ils étaient en train de tourner un shooting pour la journée de la femme. Tu toutes mes collègues femmes qui sont là en train de parler en wolof. Enfin, vraiment, tu sentais pour moi, c'était toutes meilleures amies, tu vois? Et j'arrive là à côté, je comprends rien à ce qui se passe. Je me retrouve sur un shooting, je vois plein de tenues, de machins, je me dis: «Mais oh là là, mais qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais me retrouver toute seule?» Enfin, ça, c'est vraiment la première anecdote, qui m'a marquée, enfin l'entrée dans le Wolof qui m'a Ouais, qui m'a un peu le sentiment d'exclusion, en fait, mais bon, il a été temporaire, mais c'est vrai que c'était réel, à ce moment-là. c'est ça, ouais, franchement, à ce moment-là, je me dis: «Ah ouais, OK, bon, c'est pas grave, on va tenir, c'est quelque chose». Mais bon, après, c'était cool parce que justement, c'est aussi grâce à cette expérience-là que déjà j'ai pu améliorer mon Wolof, que j'ai pu comprendre aussi un peu plus la culture sénégalaise parce qu'on va pas se mentir, hors du travail, bah, j'avais pas forcément de connaissances sénégalaises. Enfin, j'avais pas forcément d'amis, en tout cas sénégalais qui avaient grandi au Sénégal, et cetera.
Donc c'était ce qui me permettait en fait d'avoir cette proximité avec la culture sénégalaise et surtout cette proximité avec le Sénégalais, enfin pas lambda, mais le Sénégalais en fait, le vrai Sénégalais qui galère, qui a ses problématiques, etc. Et pas forcément le Sénégalais ripat ou qui a d'autres préoccupations. Donc ça, pour ça, franchement, c'était top en fait de vraiment avoir les vraies réalités du terrain. Pour tout le reste, enfin la vie au quotidien, les courses, le machin, enfin là par contre il n'y avait pas de soucis particuliers. Que tu vois, ici, il y a Auchan, il y a Casino, il y a Super U. Enfin, tu retrouves en fait tout ce que tu as en France, quoi. Voilà, sur ça, il y avait pas de souci particulier. Les restos, pareil. Enfin, si tu as envie de manger chinois, tu peux manger chinois. Si tu veux manger libanais, enfin, c'est une ville plutôt sympa. Un peu comme Abidjan, hein, même en Abidjan un petit peu plus, mais ouais, c'est un peu le même style qu'Abidjan, quoi. Et t'expliquais aussi qu'il y avait d'autres éléments que tu avais pu constater aussi chez Polaris. Exactement. Donc effectivement, donc la première expérience, l'idée c'était assez simple, vraiment, tu rentres dans le vif du sujet. La seconde, c'est Polaris, donc c'est un milieu associatif, ONG. C'est tout de suite un peu plus différent parce que tu dois t'adapter un petit peu à toutes ces questions de protocole, de hiérarchie. Tu parles pas de la même façon à quelqu'un, à un maire ou à un représentant d'une grande institution de l'ONU ou quelque chose comme ça. Et ça, par contre, c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre parce que dans ma première expérience, tu n'avais pas ça. En France, pareil, enfin, tu n'avais pas ce côté-là. Ok, tu avais le directeur, mais il n'y avait pas toutes ces courbettes. Alors que là, pour le coup, j'ai vraiment eu tous les, tous les clichés. Enfin, par exemple, la personne arrive, on va dire des atalacours. Donc, on va le présenter pendant très longtemps. Je sais pas si c'est propre au milieu, enfin, ça a l'air d'être propre au milieu associatif ou même au milieu politique. On fait avec. Moi, j'essaye de faire avec, même si au début, c'était compliqué hein, pour moi. Mais maintenant, j'essaye de faire des efforts sur ce volet-là. Donc, pour te donner un exemple, avant, quand on commençait une réunion avec une personnalité, bah, je disais juste, enfin, je me présentais directement. Alors que maintenant, j'ai compris qu'il faut quand même commencer par merci d'avoir accepté l'invitation, etc. Oui, c'est ça. Oui, non, oui, c'est assez protocolaire, quoi. C'est ça, très protocolaire. Pas la structure en tant que telle, mais les personnes avec lesquelles on peut échanger dans le cadre du travail plutôt. C'est le cas aussi à Abidjan. En tout cas, je pense que c'est le cas dans beaucoup d'Afrique francophone. Exactement, exactement. Et on va maintenant passer à un autre sujet que je pense que tu attends un peu avec impatience, c'est forcément ton initiative New in Dakar. Alors explique-nous pour commencer comment est né ce beau projet. New in Dakar, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était pas un projet prévu, enfin c'était totalement spontané. C'est né du fait que bah, je me sentais seule, hein. faut dire la vérité. Je me sentais seule parce que comme je te disais, à mon arrivée, j'avais un ami qui était là. Et une semaine après que j'arrive, en fait, il est reparti s'installer en Côte d'Ivoire. Donc très vite, je me suis dit oulala, comment je vais faire, sachant que bon, dans la boîte dans laquelle j'étais, on était 3 VIE, donc on était 3 à être tout seuls. Et sauf que eux sont arrivés avant moi. Avant que j'arrive, ils m'avaient prévenu que c'était compliqué de faire des rencontres et que eux, en 2 mois, ils avaient rencontré genre 3-4 personnes. Donc je me suis dit, ok, c'est pas hyper prometteur, mais bon, on va voir. Et le souci, c'est qu'en arrivant sur place, je me suis rendu compte qu'en fait, soit les gens avaient déjà un groupe et c'était compliqué de s'intégrer dans le groupe, ou soit ils n'avaient pas forcément de groupe, mais tu ne créais pas vraiment de lien en fait. C'était vraiment des amis de soirée. Donc du coup, un soir, j'ai toujours des histoires hyper compliquées avec moi, mais on était parti faire on était parti faire un atelier peinture. Je crois qu'il y a ça aussi à Abidjan, c'est apéro coloré, je crois. Et en fait, j'étais avec une amie que j'avais rencontrée ici, donc qui était en VIE comme moi, ivoirienne. On commence à faire de la peinture et il y a une fille qui arrive et moi, hyper sociale, je fais coucou, ça va Elle fait oui. Et on commence à se lier d'amitié. Et en fait, j'apprends que cette fille-là, elle est là depuis 1 an et demi et elle me dit, bah moi, j'ai pas de potes. Genre, à part mes collègues, je connais personne. Après, il y a d'autres personnes qui viennent à la table et pareil, on commence à bien discuter, à bien parler. Et je me dis, mais attends, il y a peut-être quelque chose en fait, parce que c'est pas la première à me dire qu'elle est là depuis longtemps et qu'elle connaît personne. Donc pourquoi pas essayer de créer. À la base, c'était vraiment pas une communauté, hein. À la base, c'était vraiment juste un compte Instagram où j'allais mettre en story qui veut aller faire un pique-nique et puis les gens m'envoient des DM et on y va ensemble. Et c'était vraiment ça à la base, c'était vraiment rencontrer des gens pour faire des activités et pas avoir à être tout seul pardon pour faire ces activités-là. C'était l'idée de base. Ça a grossi vraiment assez rapidement et c'est devenu du coup plus une communauté d'entraide sur WhatsApp et ensuite sur Instagram et TikTok plus enfin j'appelle ça un journal de bord
où je partage un petit peu mon quotidien, mes anecdotes, mes aventures, les bons plans que j'ai à Dakar, etc. Ouais, bah, en fait, c'est une idée, oui, de un constat quand même assez simple et juste, bah, oui, ta générosité et ton côté sociable, bah, ont initié un peu ça mais OK, donc ça aurait pu être créé par n'importe qui. Mais c'est marrant parce que c'est vrai qu'ici à Abidjan bon après moi, c'est dans je suis dans une situation différente, je suis maman et j'ai peut-être moins aussi le besoin d'avoir beaucoup d'amis, en tout cas ici, mais je trouve que c'est assez facile de rencontrer des gens. Après, c'est vrai que nouer des relations d'amitié, ça prend du temps, mais je trouve quand même qu'il est assez facile de rencontrer des gens, à Abidjan, là où peut-être à Dakar, ouais, c'est parce que tu es pas la première personne à en parler. Je crois que j'avais entendu une influenceuse aussi en parler du fait qu'effectivement les gens, soit ils ont déjà un groupe ou soit ils sont, et que c'est plus difficile d'intégrer, donc vous pouvez peut-être rencontrer les gens, mais après nouer des liens d'amitié, ou du moins même avoir un groupe tout simplement pour sortir et tout, c'est beaucoup plus difficile. C'est ça et surtout qu'en plus Dakar, enfin contrairement à Abidjan, Dakar c'est très petit. Enfin moi, il y a plein de gens que je vois plusieurs fois, enfin surtout bon avant je sortais plus, il y a plein de gens que tu vois plusieurs fois à des soirées, mais c'est pas ce qui va créer le lien. Même professionnellement, enfin il y a eu plein d'événements là ces derniers temps. J'étais avec une collègue, en fait, enfin il y a pas ce truc de, on va aller vers les gens. Non, genre si les gens se connaissent, ils sont capables de rester entre eux du début jusqu'à la fin de la soirée. Genre il y a enfin même si tu es tout seul, enfin de ce que j'ai vu en tout cas, personne viendra te voir pour savoir comment tu vas, qu'est-ce que tu fais là, et cetera, quoi. Et ce projet, du coup, donc tu disais qu'il a rapidement pris de l'ampleur. Comment ça s'est manifesté, ce gain d'intérêt? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, il y a pas de souci. Donc, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'en fait, le groupe, je l'ai créé un mois après mon arrivée, hein. Donc, c'était très rapide. En fait, là où ça a grossi très vite, c'est qu'au début, je crée mon compte Instagram, il y a pas beaucoup de choses, il se passe pas beaucoup de choses. Après, on fait une première activité. Donc, tu vois, même si j'avais pas rencontré beaucoup de monde, enfin, j'avais réussi à rencontrer des personnes grâce à qu'il y avait un groupe pour les VIE. Et à travers ce groupe-là, on avait réussi à se lier un petit peu d'amitié. Donc au début, c'était surtout mes potes, mes potes en fait qui venaient, aux événements de Nuit in Dakar et puis ensuite, je sais pas, on est monté à 100 abonnés sur Instagram. Après on a commencé à être beaucoup trop sur Instagram, donc j'ai créé le premier groupe WhatsApp. Je pourrais même pas te dire, à un moment, on est monté à 100 sur WhatsApp. Comment? Je sais pas et puis après, là, tu vois, par exemple, maintenant on est 800. On est 800 donc en fait, ça a fait que grossir. Instagram, pareil, 100, ensuite 200, 300. On a atteint les 1000. Après, je faisais quand même pas mal de réels, donc c'est ce qui a fait grossir, la communauté, Instagram. TikTok, pareil, quand j'ai commencé, bah, ça a fait grossir aussi parce qu'il y a quand même, une forte demande de tout ce qui va être, montrer les restos, montrer un petit peu les bons plans, à Dakar et ce qui est assez drôle, c'est que WhatsApp, tu vois, ça a grossi aussi très vite, mais pas nécessairement grâce à Instagram et TikTok, parce qu'une personne qui me suit sur Instagram et TikTok ne va pas forcément savoir qu'il y a une communauté WhatsApp derrière. Parce que c'est fait exprès, parce que l'idée, c'était pas d'avoir non plus trop de monde. Donc en fait, WhatsApp, ce qui l'a fait grandir, c'est le bouche à oreille. Donc là, par exemple, quand je regarde un petit peu les stats, sur WhatsApp, 40% des personnes qui sont dans le groupe ont entendu parler du groupe via le bouche à oreille. Pour moi, il y avait un réel besoin parce que le fait que ce soit du bouche à oreille, c'est vraiment quelqu'un qui va dire ah tiens, souvent les gens qui viennent me parler, c'est ah on m'a parlé d'un groupe qui permet de faire des rencontres, est-ce que je peux le rejoindre? C'est vrai il y a plein de groupes, hein, il y a Ripat ici, il y a Wayback, il y a plein de groupes, mais je dirais la spécificité de New In, c'est que tout le monde peut y rentrer. C'est pas que pour les expats, c'est pas que pour les Ripat. Tu as aussi beaucoup d'étudiants ouest-africains qui sont venus pour les études justement ou d'autres qui sont restés après pour le travail. Donc, ce qui fait qu'il y a vraiment une multitude de profils qui rend le groupe un peu plus ouvert. D'accord, donc Ripat, oui, du coup, on te fait un petit coucou Cara, je suis aussi C'est membre de ça. Ripat, depuis, quelques mois et tu as, plus une catégorie de personnes, je veux dire, est-ce que c'est plus, des étudiants, des célibataires, des parents? Il y a vraiment un peu de tout? Bah, ce qui est assez drôle, c'est que les gens dans la communauté, c'est un petit peu le même profil que moi. Donc, j'ai à majorité, je crois que j'ai 60 et quelques pourcents de femmes âgées entre 24 et 35 qui sont à Dakar depuis un an ou moins. C'est un peu, bah, ouais, un peu le même profil que moi. Tu as des mamans, tu as des papas et tout. Mais je dirais que c'est ce profil-là que tu as principalement. Et donc ça veut dire aussi que, bah, il y a de plus en plus, d'immigration vers Dakar. S'ils ont tous entre, 1 an et moins en termes de résidence. Tu as beaucoup de personnes qui sont arrivées, donc des VI,
Et en plus, j'ai l'impression que, tu vois, comme je disais, il y a beaucoup de bureaux régionaux d'organisations internationales. Donc, j'ai l'impression que quand il y a une personne qui est dedans, elle parle du groupe, donc automatiquement, ils vont rejoindre. Et par contre, le phénomène que j'observe depuis un petit moment, c'est qu'il y a des personnes même qui sont à Dakar depuis 10 ans, 15 ans, 8 ans, qui rejoignent le groupe, en fait. Donc, j'ai aussi, en fait, des personnes beaucoup moins new qui le rejoignent parce que ça les aide aussi, en fait. Ça les aide aussi, ça leur permet de faire de nouvelles rencontres. Et aussi, ce que ces gens-là me disent, c'est que parfois, ils se sont fait des amis ici, mais en fait, il y a beaucoup de mouvements ici. Il y a beaucoup de gens qui sont là 1 an, après ils s'en vont, 2 ans, après ils s'en vont, etc. Donc, même quand tu es là depuis longtemps, finalement, tu peux créer des liens et après avoir tes proches qui s'en vont aussi, quoi. C'est peut-être assez difficile. Je pense qu'il y a pas mal ça dans pas mal de pays d'Afrique francophone, comme tu dis, par rapport au VI ou tous ceux qui sont les expatriés, qui viennent pour un temps précis. C'est vrai que ça doit être pas mal, assez difficile du coup de maintenir aussi des relations qualitatives sur le long terme. Et du coup, si tu y réponds indirectement avec ça en proposant toujours de nouvelles personnes, je pense que ceci est une réalité en fait de nos pays en fait, hein, tout simplement. Bah, même pour être totalement transparente, moi, c'est ce qui m'arrive en ce moment. D'ailleurs, les gens le comprennent pas trop parce qu'ils disent: «Mais tu comprends pas, qu'il y a Nuit Dakar et tout». Mais moi, tous mes potes proches dont je te parlais au début, que je me suis fait, ma première année, là, je pense qu'on est que 2 hein, à être restés, hein. Donc on est beaucoup à partir. Il y en a d'autres qui vont partir là en février. Donc, Bah oui, bah les VIE, c'est limité. C'est 2 3 ans, c'est ça? bah, c'est 2 ans au maximum. Après, tout le monde n'a pas forcément envie de rester ou soit même quand tu as envie de rester, bah, quand si ta boîte ne te propose pas, un contrat par la suite, on va pas se mentir, enfin, c'est compliqué aussi de trouver un travail ici, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire, un peu plus sur les difficultés que tu as pu rencontrer dans le développement de tes projets? Donc, j'ai bien compris qu'initialement, c'était juste un groupe, mais maintenant, je pense que voilà, avec la communauté que tu as pu créer, bah, il y a forcément une stratégie de développement. Donc, quelles sont un peu les difficultés que tu as pu rencontrer par rapport à ça? Enfin, j'avais mis que le plus compliqué, c'est la monétisation de ce projet, mais avant toute chose, le plus compliqué, ça a été de devoir assumer la grosseur du truc. Parce que tu vois, au début, tu content, enfin j'étais contente, j'avais mon projet, même pour l'ego, tu contente, tu un truc qui marche bien. Et puis à un moment, tu te dis: «Mais mince, j'arrive plus à contrôler la chose». Tu vois, parfois là ça va, c'est beaucoup plus stable et j'ai eu le temps de me poser, de réfléchir. Mais il y a un moment où je vais pas te mentir, j'étais débordée. Genre je me disais: «Mais qu'est-ce que j'ai fait?» Genre là maintenant, je peux plus faire machine arrière. J'avais l'impression d'être obligée de toujours, organiser des événements. J'avais l'impression d'être obligée de toujours faire des stories, d'alimenter mon compte Instagram, d'alimenter le TikTok. Parce que je me disais: «Mince, si je le fais pas, tu vas perdre enfin les stats vont dégringoler et cetera». Le déclic, ça a été quand je suis retournée en France. Donc après 1 an ici, je suis allée en France pour, 3 semaines. C'est là que j'ai fait ma première pause, où j'ai dit: «Bon, bah, moi les gars, je suis en France, je suis en pause». Et ça m'a fait tellement de bien parce que déjà, j'avais plus toute cette pression de: «Mince, faut penser à un tel, faut penser à ceci, à cela». Et c'est là que je me suis posée en me disant: «Bon, là, tu as un truc qui est plutôt sympa. Essaye de voir comment tu peux le gérer sans que ça impacte, ta vie professionnelle». Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce voyage en France, c'était aussi la rupture entre mon premier contrat et le deuxième contrat. Et je savais que le deuxième contrat allait être très prenant. Donc, il fallait vraiment que je réussisse à gérer Nuin plus facilement. Donc, c'est là que j'ai commencé à me dire: «Bon, bah, tiens, essaye d'avoir, une identité visuelle pour tes réels, essaye d'anticiper, de programmer des réels pour les mois à venir, essaye de savoir vers où tu veux aller, essaye de clarifier aussi la chose en termes d'événements». Parce que en fait, avant, c'est vraiment un peu: «Bon, bah, qui a envie d'aller manger au resto? Venez, on y va». Et parfois, ça me prenait tous mes week-ends. Enfin, tous mes week-ends, j'étais, un truc, Nuin. Alors que en plus, enfin, l'argent partait tout seul, quoi. Donc, il y avait ça. Et en fait, du coup, après, je me suis posée, je dis: «Bon, écoute, essaye de compter sur tes membres. Là, maintenant, ils sont nombreux. Donc, ce que tu fais, c'est que toi, tu proposes un resto par mois, une activité et une soirée. Et pour le reste, tu laisses les membres, en fait, prendre des initiatives». C'est comme ça que j'ai commencé à travailler en me disant: «Bon, bah, voilà, tous les mois, voici les événements qu'il va y avoir. Par contre, les initiatives des membres sont vivement recommandées». Et là, maintenant, en fait, ça va tout seul. Moi, j'organise de temps en temps des restos, j'essaye de gérer un petit peu la chose. Mais tu vois, enfin là, de plus en plus, les événements se font sans moi. Les gens s'organisent. Parfois, je les aide juste avec la réservation. Je les aide avec les sondages pour savoir qui ne vient pas. Mais en fait, tout se fait sans que j'ai besoin d'être là. Et ça, franchement, c'est un vrai soulagement. Parce que sinon, je pense que j'allais pas pouvoir, si j'avais pas lâché un petit peu de lest, je pense que j'allais péter un câble, hein, pour être honnête.
Donc ça déjà c'est cool et le plus compliqué, je dirais, c'est maintenant comment réussir à monétiser tout ça. Parce que c'est vrai que le but, c'était pas du tout le but, c'est pas de se faire de l'argent. Enfin, moi, j'ai un travail à côté qui me permet de subvenir à mes besoins. Parfois, je me dis que, il y a certaines choses qui peuvent être, valorisées. Avant, je considérais que c'était juste un petit truc que je faisais, donc pour moi, je mettais pas forcément de valeur à ça. Mais depuis plusieurs mois, du coup, je commence à le valoriser, donc je monétise, certaines prestations. Si c'est, par exemple, un resto qui me contacte, bah, on peut se mettre d'accord pour voir, comment, mettre en avant le resto. Si c'est pas forcément monétisé, ça peut être plus un échange, de bons procédés. En gros, j'ai décidé de réfléchir à ce que j'allais monétiser. La communauté, pour moi, elle doit toujours rester gratuite parce que j'ai pas envie de pénaliser les membres, parce que je considère que chacun a son budget et qu'on ne devrait pas payer pour faire des rencontres. Ça, c'est mon avis perso. Mais par contre, si une marque ou quelqu'un a envie de profiter de la communauté, là, par contre, je peux monétiser tout en m'assurant que les valeurs de la marque sont en accord avec moi. L'autre service que je propose de plus en plus, ça va être plutôt tout ce qui va être aide à la stratégie ou aide à la création de contenu. Ça, c'est un autre truc. Du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à monétiser la chose. Mais honnêtement, ça reste toujours le plus compliqué. Hein. Mais ça prend du temps et tu trouveras, tu vois. Mais par contre, je pense que les moments de pause sont salvatrices pour ça, hein. Exactement. Donc, continue effectivement à t'en accorder, mais super évolution et merci pour ce partage. Je pense que ça va aider aussi peut-être d'autres personnes qui ont des projets similaires. Et donc aujourd'hui, dis-nous un petit peu, New in Dakar, donc c'est une communauté donc d'une certaine taille aujourd'hui. Peux-tu nous rappeler un peu les chiffres? Au global, donc attends, je suis en train de compter en même temps. 40 000 personnes. Donc, ouais, 25 000 sur TikTok, 14 000 sur Instagram et 900 membres sur WhatsApp. Mais WhatsApp, là, on va bientôt atteindre la limite, donc on va s'arrêter à 1000, 1024 pour être précise. Après, il y a d'autres groupes. Alors, on en parle beaucoup. Moi, c'est vrai que j'ai pas encore utilisé l'outil Telegram. OK. Alors je connais pas du tout, mais moi j'ai opté pour l'outil, communauté de WhatsApp. Tu as le groupe principal, donc New in Dakar, où il y a tout le monde et ensuite j'ai créé des sous-groupes par thématique. Donc par exemple, tu as Eat in Dakar, donc pour parler, nourriture, restaurant et cetera, sport in Dakar, culture in Dakar. Enfin, tu as plein de choses par centre d'intérêt, ce qui fait que, le groupe principal est rempli, mais les groupes d'intérêt ne le sont pas. La solution que je trouverais, c'est peut-être proposer aux gens de rentrer dans les groupes thématiques et après, je t'avoue que l'idée, c'est pas de gérer encore plus de monde, parce que 900, je trouve que c'est déjà beaucoup. Ouais, c'est énorme. Il y a beaucoup de gens qui participent pas. Donc, je pense que 900, enfin 1000, c'est bon. Moi, ça me va parfaitement. Et c'est bien. Parce que trop, j'ai peur que trop, ça soit un mélange et que ce soit aussi plus compliqué à gérer et à administrer. Parce que plus tu as de monde, en fait, plus tu peux attirer des profils pas forcément qualitatifs. Enfin, pas qualitatifs, mais pas forcément, qui n'ont pas, pardon, forcément de bonnes intentions. Parce que l'autre difficulté ouais, que j'ai pas mentionnée, c'est que comme les gens voient New in Dakar, beaucoup pensent que c'est un groupe où il y a que des expats. Et il y a eu de temps en temps, tu vois, des personnes qui se sont amusées à vouloir escroquer des personnes ou même bah là récemment, tu vois, tu as un gars, il a envoyé des messages qu'aux femmes blanches du groupe, tu vois. Voilà, heureusement, c'est minime, mais je préfère ne pas prendre de risques. Et est-ce que tu as pensé, je sais pas si c'est déjà le cas, mais tu as pensé à te faire entourer? Avoir quelqu'un qui t'aide, des personnes qui t'aident au-delà même de l'action bénévole des membres, mais des personnes vraiment qui t'aident, constituer une petite équipe? Yes, bah, c'est un truc auquel j'ai pensé, mais le premier souci, bon, bah, c'est déjà de un le manque, d'argent, donc il faut essayer de trouver des personnes qui seraient motivées, pour travailler, bah, bénévolement et ça court pas les rues et l'autre chose aussi, c'est honnêtement le manque de temps puisque moi, quand je fais les choses, j'aime bien être concentrée. Je suis aussi très concentrée sur ce qui se passe, côté Polaris et il y a plein de belles choses qui vont arriver. Donc ce qui fait que, bah, parfois je suis un petit peu, désolée pour la grossièreté, mais le cul entre 2 chaises où je suis en mode: «Mince, d'un côté, j'aimerais bien développer, ce que je fais au travail parce que je suis vraiment épanouie mais de l'autre, il y a la communauté, mais j'aimerais bien la développer aussi, mais j'ai pas forcément le temps de m'y mettre à 100%. Donc, c'est un petit peu ça ma dualité, enfin mon combat de tous les jours, c'est que j'ai envie, mais je sais pas si j'aurai l'esprit concentré à 100% sur ça. Sur la partie du coup, réseau, donc aujourd'hui, on dit qu'on souhaite intégrer un de tes sous-groupes, dans WhatsApp Communauté. C'est quoi un peu ce que vous proposez, pour rendre encore plus compréhensible ce que vous faites dans New in Dakar, les nouvelles activités et cetera? Si tu veux intégrer la communauté WhatsApp, je dirais que ce que tu y gagnes, c'est qu'en fait, déjà, c'est une communauté
où tu auras des profils vraiment variés. Donc, déjà, tu peux retrouver des personnes de ta nationalité. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien, parce que comme on est tous tout seuls ici à Dakar, on aime bien se dire ah tiens, je peux retrouver d'autres personnes de ma nationalité. Donc ça, c'est une des choses qui intéresse beaucoup. L'autre chose, c'est que c'est aussi un groupe d'entraide. Hein. Avant la création de liens, c'est aussi beaucoup d'entraide. Donc par exemple, si tu cherches le contact d'un dentiste, tu peux demander dans Neuin, tu as quelqu'un qui te répondra. Tu veux aller dans une expo et que tu cherches quelqu'un, il y a forcément quelqu'un qui te répondra. Tu veux un renseignement sur tout et n'importe quoi, tu peux demander dedans et il y a quelqu'un qui te répondra. Donc, ce qui est cool, c'est que contrairement à d'autres pages classiques, généralement, quand tu poses une question, tu as à minima une réponse assez rapide. Donc ça, c'est vraiment une des choses que j'aime beaucoup dans ce groupe. Et c'est vraiment des questions sur tout et n'importe quoi, comme je te disais. L'autre chose, c'est que c'est quand même une communauté qui vit bien, puisque là, ça va faire 1 an et quelques, et ça bouge, tu vois. Peu importe, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un petit peu en down, mais il y a toujours, enfin là, j'ai toujours des notifications. Enfin, je reçois toujours des notifications au moins sur un des groupes. Donc même pour toi qui n'ose pas faire les rencontres en physique, mais qui aime bien faire des rencontres virtuelles, ça te permet aussi de créer des liens grâce à ces sous-groupes. Donc là, j'ai vu il y a un groupe qui commence à jouer à Call of Duty ensemble. Ils se sont motivés comme ça. Un jour, ils se sont dit, tiens, c'est quoi ton ID? Et là, je viens de me rendre compte qu'ils jouent à Call of Duty. Il y a des moments où là, il y a des garçons, ils se sont réunis pour jouer à FIFA. Il y en a d'autres, ils se réunissent maintenant tous les vendredis pour aller faire du basket. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc vivant où tu peux trouver un petit peu tout ce que tu cherches. Et aussi, l'autre chose intéressante, c'est que en parallèle, j'essaye d'organiser régulièrement des activités. Donc, ça peut être tous les mois, on essaye de faire un resto où on réunit 15 à 20 personnes pour manger tous ensemble. On a organisé aussi de l'escalade, on a organisé du kayak. Enfin, j'essaye vraiment de faire de proposer des petites activités en plus de ce qui peut être proposé par des membres. Donc, je dirais que ce que tu retrouves, c'est que c'est une communauté qui vit. C'est une communauté soudée et on essaye d'être dans l'entraide, dans la convivialité et surtout dans le respect. Et donc, c'est quoi la suite pour New in Dakar? Tu nous as déjà parlé un peu de la stratégie de développement actuelle, mais est-ce qu'il y a d'autres projets peut-être qui pourraient peut-être aussi intéresser nos auditeurs et auditrices? Bon, le projet à plus court terme, c'est l'organisation d'un forum des pays en janvier, donc le 18 janvier, parce que comme je te disais, il y a plus de 20 nationalités dans Nuit. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas organiser un forum où chacun pourrait mettre en avant un petit peu sa culture. Donc là, on est en plein orga. Et ce qui est trop cool, c'est qu'en plus, pour l'orga, du coup, je suis aidée par des membres de l'équipe, enfin, des membres de Nuit totalement bénévoles qui acceptent de... Enfin, tout est fait par Nuit. Genre les membres, les stands, tout va être fait par Nuit. Donc ça, j'ai vraiment hâte. Ensuite, je dirais que plus structurellement, l'idée, ce serait de pouvoir développer des partenariats plus long terme pour vraiment axer sur cette partie monétisation, stabiliser le modèle et pourquoi pas en fait créer des concepts propres à Nuin. Donc, tu as par exemple un truc que j'ai appelé les apéros de Nuin. Donc, c'est une soirée jeu que j'ai développé avec un partenariat avec un resto et que j'ai pu faire dans un autre resto. Et le goal vraiment ultime, ce serait d'avoir un espace physique dans Dakar, vraiment le Nuit Dakar, qui serait un mix entre bar, lieu de chill, espace pour accueillir les activités, etc. Parce que c'est vrai que la chose qui me freine aussi dans la partie monétisation ou autre, c'est que pour le moment, je suis quand même très dépendante d'autres prestataires. Donc par exemple, si un jour j'ai envie d'organiser une activité peinture, bah, je vais être dépendante d'un prestataire qui va me prêter son nom dans son lieu. Et l'idée, ce serait vraiment de se dire, bon, bah, par exemple, je sais qu'il y a plein de gens dans Nuit qui ont envie de faire du télétravail, bah, ils pourraient venir dans cet espace-là. Toutes les activités qu'on fait déjà, bah, on pourrait les faire directement dans cet espace-là. Donc ça, ce serait vraiment ouais, le projet, le goal à long terme. Ouais, c'est inspirant, franchement. Je te souhaite d'y arriver. Mais bon, la communauté, elle est assez grande. Donc, je pense aussi que tu as pas mal de ressources en interne pour pouvoir réfléchir aussi à ce projet-là. Donc, au top. Et donc, du coup, là, on va revenir plus sur la dernière partie qui concerne un peu toi, ton installation, mais avec une peu de prise de recul. Donc, niveau finances, on va venir sur tes finances un peu. Peux-tu nous dire quel est ton budget mensuel pour vivre au quotidien? Donc les finances, très important à Dakar, surtout que c'est une des villes les plus chères, enfin, je crois que c'est la ville la plus chère d'Afrique de l'Ouest. Le truc le plus sûr, c'est mon loyer. Donc mon loyer, c'est 220 000. Donc ça fait quoi? Ça fait, c'est pas 400 euros. Parce que j'arrive toujours pas à faire les conversions de tête. Je crois que c'est Ouais, écoute, faut que ça arrive. 340, allez, on va dire. Ok, ouais, on va dire 340. Pour le sport, du coup, je fais des cours de danse et de sport, donc c'est 20 000. Ma Wi-Fi, c'est 20 000, donc 30 euros aussi pour la Wi-Fi.
Mais attends, mais c'est pas cher du tout. Non, mais je suis choquée parce que nous, on est à 65 000 francs le mois. De Wi-Fi? Oui. Ah ouais, non, c'est dingue. Ah oui, non, 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 moi, j'ai pris l'offre en plus, je crois que c'est la deuxième offre. Donc, il y avait une offre moins chère à 15 000. Et moi, j'ai pris celle de 20 000, la fibre en plus. Ouais, en fait, c'est peut-être parce que bon, nous, on a pris enfin, c'est Orange, donc la cinquième, mais on est freelance, on est beaucoup en remote. On voulait pas avoir de sujet par rapport à Internet, quoi. Tu vois, c'est le. Non, j'imagine. Après, je t'avoue que pour Internet, la 4G, tout ça, je recharge, je sais même pas combien je mets. Enfin, ça, c'est plus mon côté. Enfin, je mets 2000, 3000. Enfin, je sais même pas combien ça fait au total. Parce qu'en fait, j'ai la Wi-Fi au travail, j'ai la Wi-Fi chez moi. Donc, en fait, j'appelle quasiment personne. Enfin, Ah, tu veux dire pour le crédit téléphonique? OK. ouais, crédit téléphonique, je fais un petit peu au hasard, quoi. Donc, alimentation, j'ai mis 150 000. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux. Mais en tout cas, s'il y a un truc sur lequel je me prive pas, c'est l'alimentation. Enfin, franchement, je me fais plaisir. En plus, j'aime beaucoup le fromage et tout. Donc, sur ça, je t'avoue que c'est peut-être plus, c'est peut-être moins, j'en ai aucune idée. Bon, du coup, on est autour de 230 €. Ouais, l'alimentation, je pense que ça doit être à peu près le même budget que ce que je payais en France, hein. Donc les produits laitiers sont très chers à Abidjan, c'est la même chose à Dakar? Ouais, c'est la même chose. Du coup, j'achète, bon, ma petite astuce, c'est d'acheter le fromage à la coupe. Comme ça c'est un peu moins douloureux, quoi. Ouais, et après le reste, bon, l'électricité, nous, ici, c'est via des recharges. Donc je dirais que ça dépend. Par exemple, là, le mois dernier, j'ai mis, 10 000 pour un mois et demi, donc ça fait 15 € pour un mois et demi. Mais par contre, tu vois, quand il fait très, très chaud et qu'on allume, pardon, beaucoup la clim, là, ça peut monter à 20 000 le mois, tu vois? Mais je crois que c'est pas du tout cher. Nous, c'est beaucoup plus. Mais c'est dingue! Attends, je suis en train de me dire: «Mais c'est on va aller à Dakar». Faut viens, d'accord, viens. Attends. Non, mais je vais te dire ça parce que je crois que nous, c'est beaucoup plus cher. Après, comme je te dis, moi, je suis toute seule. J'ai bon, la télé, je l'allume très peu. Non, mais nous, c'est 90 000. Ah ouais, non, quand même. Mais c'est bien parce qu'on peut, même si effectivement, c'est pas la même chose, je rappelle, nous, on est une famille, on est 3, on a un enfant, on a aussi la nounou, donc on est 4 à la maison. C'est pas la même chose, mais quand même, je pense que l'ordre de grandeur, l'électricité est chère à Abidjan, oui. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, ouais, non, moi, ça dépend. Parfois 10, parfois 20, mais pas plus. Et après, donc, je t'avoue que j'ai préféré de pas calculer la somme totale. Mais Tu vas être à 600, je pense. 370, ouais, entre même pas entre 400 et 500. Ouais, 700, 800 €. c'est ça. Et ce que je disais, c'est qu'en fait, pour les loisirs, en fait, ce qui est cool, l'avantage de New In, c'est que, par exemple, tu vois, il y a plein de restos qui me sont offerts. Et il y a plein d'activités que je teste qui sont offertes aussi. Donc ça réduit un peu le budget, quoi, activités et cetera. Tu veux dire que le gérant de là où vous allez vous l'offre? Oui, bah, tu vois, par exemple, si c'est un partenariat avec un restaurant et que c'est le restaurant qui m'a contacté, bah, du coup, en échange, de création de contenu, d'un réel ou de story, bah, du coup, je ne paye pas parce que c'est la personne qui m'a contacté pour venir. Et est-ce que tu penses que c'est plus ou moins par rapport à ce que tu payais en France et ton niveau de vie en France? Pour le loyer, c'est sûr que c'est beaucoup moins parce que je crois que je paye quoi? 850 €, donc il y a pas de comparaison. Par contre, je pense qu'en termes d'alimentation, je payais à peu près la même chose. En termes de loisirs, bah, j'allais à la salle et je pense que je payais, je crois Basic Fit, c'est à peu près Ouais, c'est 30, ouais, exactement, je pense que c'est ouais, c'est ça, la 30 même €. chose. Donc pour moi, je pense que alimentation, loisirs, resto, je paye à peu près la même chose que quand j'étais en France, hein. C'est vraiment sur le loyer que je paye moins. Et en termes de pouvoir d'achat, donc même, niveau de vie, ce que tu peux te permettre là-bas, est-ce que tu te sens plus à l'aise? Bah, du coup, franchement, en toute objectivité, je me sens aussi à l'aise, qu'en France. Effectivement, j'ai beaucoup plus de pouvoir d'achat que la population, enfin beaucoup plus de pouvoir d'achat que la population locale. Mais tu vois, enfin, ce que je fais ici, je le faisais en France. Et encore, je pense je me demande même si en France, j'avais pas un petit peu plus de pouvoir d'achat, mais c'était plus lié, à ma situation. Enfin, j'étais dans une grande entreprise, tu avais un comité, d'entreprise, enfin, on avait des chèques cadeaux, des subventions voyage, des choses comme ça. Donc ce qui fait que ce serait, mentir de te dire que j'ai plus de pouvoir, d'achat par rapport à ma vie en France. Oui, en fait, c'est quasiment la même chose. C'est vrai que tu avais pas mal d'avantages comme c'est dans une grande entreprise. Après, forcément, il y a, les activités gratuites avec New In, forcément. Mais bon, qui sont compensées par un travail de ton côté. Si on compte pas, on prend pas en compte New In, c'est kiff-kiff, quoi. OK. Ouais, je dirais que c'est kiff-kiff. Après la seule différence, c'est qu'ici, tu peux te permettre d'autres activités. Enfin, par exemple, le fait de pouvoir faire du surf, du quad, du kayak. Et en termes de sources de revenus, est-ce que tu vis essentiellement de ton activité, salariée ou tu as d'autres sources de revenus, que tu as développées localement? Je vis à 100 de mon activité de salarié.
Après, de plus en plus, là, je dirais que j'ai des compléments, enfin, je commence à avoir des compléments avec des petites prestats de création de contenu, bon, qui n'ont rien à voir avec Nuin. Mais voilà, mais on peut mettre 100% activité salariée. Et niveau identité, alors comment ça se passe? Est-ce que tu as eu à prendre une carte de résident? Comment ça se passe? Bon, faut pas le dire trop fort, mais je suis un petit peu hors la loi là, en ce moment, donc faut que j'aille la refaire. Du coup, dans le contrat VIE, l'ambassade de France te somme en fait de te mettre en règle. Tu as 3 mois pour, faire ta demande de carte de résident, donc toutes les démarches sont expliquées. Enfin, tu as, comment on appelle ça? Enfin, c'est des trucs genre casier judiciaire, certificat de résidence et cetera, et c'est plutôt simple, hein. Tu te rends, à la police des étrangers et en 10-15 minutes, enfin, c'est réglé, hein. Tu signes un tampon et en plus, quand tu es en volontariat, c'est beaucoup plus simple parce que du coup, tu as pas de frais à payer. Normalement, tu as des timbres et cetera à payer, mais quand tu es en volontariat, tu n'as pas à payer. Après, le seul hic, c'est qu'en fait, ce qui est très rapide, c'est d'avoir un récépissé. Mais par contre, pour avoir la carte finale, c'est très long. Enfin, moi, je l'ai toujours pas. Et j'ai une amie qui l'a eu, je crois, 1 an et demi après son arrivée, hein. Tous les 6 mois, tu dois renouveler. Donc, c'est pour ça que je te dis que je suis pas en règle. Parce qu'en fait, moi, je crois que je suis sortie du pays. Je suis allée au Cap-Vert il y a pas longtemps. Donc, du coup, en fait, tu peux être ici pendant 3 mois sans avoir de carte. Donc j'ai profité de ça pour ne pas aller la refaire. Mais là, tu vois, par contre, il faut que j'aille la refaire parce que ça fait trop longtemps que je l'ai pas faite et les 3 mois ont dépassé. Donc Donc ça peut prendre quasiment 1 an pour l'avoir? même plus, hein. Enfin là, 1 an et demi. Il y a même des gens qui ont eu le temps de faire 2 ans de VIE qui l'ont jamais eu, hein. Contrairement à la France, tu vois, moi je te dis ça, mais enfin, je crois que depuis que je suis là, on me l'a demandé qu'une fois, quoi. Et c'était en Casamance quand je suis partie. Ah oui, oui, d'accord, OK. Bon, ça me choque parce que là, du coup, inversement, en Côte d'Ivoire, donc moi, à Abidjan, je l'ai faite, j'ai eu en 1 semaine. Ah ouais, t'as eu ta carte? Oui, de résident, 1 semaine. Bon, j'ai pris le truc VIP que tu payes 15 000 en plus, mais j'ai eu en 1 semaine. Ah ouais, non, non, moi je l'attends toujours, hein. Oh mon Dieu! Peut-être qu'il y a trop de demandes, je sais pas. Mais Abidjan aussi, c'est très donc non, je sais pas. Peut-être qu'ils savent, ils se rendent compte qu'on reste pas là pas assez longtemps, donc ils se disent que c'est pas utile de, je sais pas. Niveau financier, tu partie, parce que je suis partie avec un bagage. En fait, ce que compléter, c'était que, bon là, je parle d'une installation fluide, tout s'est bien passé et cetera. J'étais en VIE, machin, mais aussi autre chose qui m'a poussée à partir sans forcément, me poser trop de questions. C'est que j'avais quand même mis, pas mal d'argent de côté, avant, parce que quand j'étais en alternance, je vivais encore chez mes parents, enfin chez ma avec ma maman, donc j'avais pas non plus de trop grosses dépenses. Et tu vois, bah, grosse entreprise, on avait souvent de l'intéressement, des ceci, des cela, donc il y a plein de choses que j'ai mis de côté, qui faisait que, même si je partais à Dakar et qu'un jour je me retrouvais sans travail, je savais que, bah, j'avais quand même ce bagage financier, à côté et que j'allais pas me retrouver, bah, dans la merde, en fait. Parce que c'est vrai que, on parle d'installation et cetera, mais moi, à chaque fois que j'ai l'opportunité de parler de ça, je mets l'accent sur la partie financière parce que, enfin, Dakar, c'est pas une blague. Enfin, vivre à Dakar, c'est vraiment très, très cher. Enfin, tu respires, de l'argent sort. Le taxi, c'est cher, le loyer, c'est cher, se nourrir, c'est cher. Enfin, c'est vraiment une ville où, si tu te prépares pas, tu peux avoir de mauvaises surprises. Encore moi, je te dis ça et je suis toute seule. Mais je sais que quand tu as des enfants, enfin, payer ici, surtout si tu le mets dans un système français, enfin, c'est tout est cher, en fait. Donc pour moi, c'est vraiment important de souligner cet aspect-là en disant que, OK, c'est de l'Afrique, OK, on a un meilleur pouvoir d'achat que les locaux, mais on n'est pas riches, hein. On n'est pas créatifs du tout, quoi. C'est bien de l'avoir souligné, je te remercie. Donc bah, là, on est arrivé à la fin de l'épisode. Donc lorsque tu vois, donc on a compris qu'en termes de pouvoir d'achat, c'était un peu kiff-kiff par rapport à ce que tu vivais en France, mais lorsque tu vois ta vie aujourd'hui et celle que tu avais en France et que tu as quittée, dans ton premier chez toi, que te dis-tu de manière générale? J'ai autant aimé ma vie en France que ma vie ici. Enfin, ce serait mentir de dire: «Ah là là, la France, c'est nul et tout». Parce que franchement, enfin, j'ai fait 24 ans, 25 ans là-bas et c'est ma maison, tu vois? Mais je dirais que ce qui change, c'est qu'ici, j'ai vraiment, gagné en confiance. Enfin, je me suis vue évoluer à une vitesse, folle, tu vois? Qu'en France, pour moi, j'étais encore dans un truc très cadré en me disant: «Bon, bah, professionnellement, il y aurait, contrôle de gestion pendant 3 ans, peut-être, faire autre chose pendant 2 ans». Enfin, j'arrivais pas forcément à voir, quelle évolution, ça allait avoir. Alors que là, tu vois, venir à Dakar, c'est ce qui m'a poussée déjà, bah, à créer Nuin. Je suis sûre que Nuin Paris, je pense que je l'aurais pas créé, mais tu vois, ce truc, ce déclic de créer cette communauté, je pense que je l'aurais pas eu, s'il était, resté à Paris, ou même le fait de ne pas avoir peur de changer totalement de carrière.
je pense que je l'aurais pas eu non plus en étant à Paris. Alors que là, maintenant, enfin, je me fais beaucoup plus confiance. Je me dis, bon, bah, si on m'a donné cette chance, c'est que je dois sûrement pouvoir le faire, donc fais-le. Et nuit, je me dis, bon, bah, s'il y a des gens qui suivent, c'est que c'est un beau projet, donc vas-y, ose, t'as rien à perdre, en fait. Et j'ai l'impression que le fait d'être dans un pays où je connais personne, ça m'a permis de me dire, bon, bah, au pire, d'avoir moins peur du jugement. Parce que je me dis, bah, il y a personne qui va me juger. Tu vois, par exemple, le fait de se mettre sur Instagram, de se prendre en photo, de se montrer en face cam, ça, sur mon propre Instagram, à chaque fois, j'y réfléchissais à 2 fois, tu vois? Alors que là, maintenant, il y a 40 000 personnes qui peuvent voir ma tête, sur les réseaux et je m'en fiche. Donc je dirais que, ouais, ça m'a vraiment permis de gagner en confiance. Ouais, c'est super. Et ça s'entend, très belle évolution. Et ce podcast, donc moi je l'ai créé pour apporter des réponses à des personnes qui souhaitent s'installer ou retourner en Afrique, mais qui peuvent avoir des doutes et être craintifs sur ce retour. Est-ce que tu as un mot de la fin à leur partager? Ce que j'aimerais bien dire, c'est que déjà, enfin, bravo pour cette initiative, parce que c'est typiquement le type de contenu que j'écoutais et que j'écoute. Enfin, je te disais que j'avais écouté le premier podcast et j'avais adoré, parce que j'aime bien en fait ce type de contenu sans filtre, qui te dit la vérité, qui te fait comprendre que bah oui, s'installer en Afrique, c'est bien, mais chaque parcours est différent. Il y en a pour qui ça va être fluide, il y en a pour qui ça va être compliqué. Que pour moi, en fait, je dirais que si tu hésites, c'est que tu n'hésites pas. Faut y aller, faut aller tester, faut aller voir. Et dis-toi que si tu vas en Afrique, que ça se passe pas bien, bah c'est pas un échec en fait de rentrer en France. C'est juste que tu as tenté, tu as essayé, ça n'a pas marché et c'est pas grave. Au moins, t'auras pas de regrets. Et l'autre chose que je dirais, c'est que partir, c'est bien, mais toujours partir préparé, c'est beaucoup mieux, parce que tu peux avoir envie de partir. Enfin, je conseillerais aux personnes d'avoir quand même un job ou un poste, un plan A. Et ensuite, si tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, très bien, mais toujours avoir un petit backup à côté, parce que l'Afrique, c'est pas facile. C'est pas facile. L'argent part vite. Mais en tout cas, bon courage à tous ceux qui veulent tenter. Merci beaucoup pour ces mots de la fin, pour tout. Tu nous as appris beaucoup de choses. Moi aussi, j'en ai appris beaucoup en t'écoutant. J'imagine qu'il y aura des personnes qui voudront te poser des questions ou te joindre. Où est-ce qu'ils peuvent prendre contact avec toi? Alors, vous pouvez prendre contact avec moi soit sur LinkedIn, donc Maëlle Youpé, M-A-E-2-L-E et Youpé Y-O-U-P-E-H-E, ou soit sur Instagram, sur mon compte New in Dakar directement. Enfin, je suis plutôt réactive, donc LinkedIn ou Instagram. Ça marche. De toute façon, on mettra les liens dans les détails de l'épisode. Encore merci. C'était très agréable d'échanger avec toi. Bah, merci à toi. On se dit à bientôt. À très vite. C'est tout pour aujourd'hui. Comme à chaque fin d'épisode, je te partage la petite to-do. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Laisse-nous un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée pour le soutien. Partage le podcast autour de toi. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.